Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez traîné un petit peu sur internet, vous avez dû voir souvent des écrans fabriqués par des marques un petit peu inconnues. Titan Army, Fox Spirit ou je ne sais quoi encore. Il y en a vraiment plein et tous ces écrans ont un petit peu des points communs. Ils ont souvent un peu le même design et surtout ils sont vraiment pas chers par rapport à Asus, MSI, Aorus, Gigabyte, peu importe les autres marques connues, LG, Samsung. Ces écrans d'origine certainement un peu chinoise sont souvent moins chers. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont forcément moins bons ou est-ce que c'est en réalité un très bon deal et c'est basiquement les mêmes que ceux des grosses marques? Je vais pousser l'écran sur le côté aussi, on ne me voit plus. Il faut savoir que toutes les marques qui fabriquent des écrans, même des marques très connues telles que Asus, MSI, Gigabyte, ne fabriquent pas réellement l'entièreté de leur écran. Et surtout une des pièces les plus importantes qui est la dalle de l'écran. Ces dalles sont fabriquées par moins de constructeurs qui sont par exemple LG, Samsung, vous avez aussi Sharp qui existe et encore quelques autres qui existent derrière, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc ça veut dire que la plupart des écrans que vous voyez en ligne, en réalité, ont tendance à utiliser exactement les mêmes dalles. Ce qui change, c'est l'extérieur et puis les fonctionnalités supplémentaires. Parce que les grosses marques, bien souvent, rajoutent des petits trucs en plus. Ils ont un meilleur, justement, menu pour contrôler l'écran. Ils rajoutent des options, des technologies supplémentaires. Ils essayent de tweaker un petit peu. Ils rajoutent un meilleur support pour, par exemple, G-Sync Ultimate, une meilleure calibration des couleurs aussi. C'est tout à fait possible. Et du coup, ce genre de marques comme Titan Army, Fox Spirit et tout ça, eux, par contre, ils récupèrent la dalle auprès de LG, Samsung ou autres. Ils la mettent dans un châssis le plus basique possible, bien souvent. Ils respectent les spécifications que sont données par LG, Samsung et tout ça. Donc, l'alimentation, la carte mère pour faire tourner l'écran. Et puis, ils disent, voilà, c'est bon, on a fait un écran. Et c'est pour ça que, bien souvent, ils sont moins chers. Parce qu'ils font, je ne vais pas dire le strict minimum, mais ils ne rajoutent pas beaucoup plus de choses derrière que les grosses marques. Et bien souvent aussi, évidemment, le support à long terme sera un peu moins bon qu'une autre marque, même si les grandes marques, des fois, même le support à long terme n'est pas le meilleur. Donc, bref, dans tous les cas, sur le papier, en réalité, ces écrans sont beaucoup plus similaires que vous ne le pensez à d'autres écrans de grandes marques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils seront toujours excellents. Et du coup, le mieux pour tester et voir ce que ça donne, on va en regarder un. Donc ça, c'est un de Titan Army. C'est un écran pour information. Il faudrait que j'enlève l'étiquette ici parce qu'il y a mes informations personnelles. C'est un écran pour information de 24,5 pouces, 1440p et il est, il me semble, à pratiquement 240 Hz et c'est du Fast IPS. Donc c'est un écran qui, pour beaucoup de gens, serait hyper intéressant, surtout qu'il est à peu près à dans les 200 € si je me souviens bien, il y a le prix qui est affiché. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. L'exemplaire de test vient de la marque, mais s'il y a des choses que j'aime pas ou autre, je n'hésiterai pas à le dire parce que c'est le but de cette vidéo justement. Du coup, sans plus tarder, on va ouvrir cette boîte. Ok. On a quelques petites instructions d'ailleurs sur le dessus, si vous regardez ici. Quelques petites instructions qui disent comment ouvrir la boîte, c'est toujours important. Hop. Et comme vous pouvez voir, bon, c'est plutôt classique. C'est la frigolite, j'aime moins bien ça. Je ne sais plus le terme en français. Nous, en Belgique, on dit frigolite. C'est de l'espèce de mousse de protection qui laisse des petits flocons partout. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus intéressante. Elle est moins chère aussi, c'est pour ça certainement. Mais moi, je l'aime moins bien parce que c'est assez compliqué à recycler. Il faut la porter au parc à côté, hein, tout ça. Donc là, je mets un point négatif. Il pourrait utiliser du carton, il pourrait utiliser d'autres matériaux. Ce serait certainement mieux. Poussez, madame! Ok, je réussis à sortir. Je sens une électricité statique pas possible. Ça, c'est aussi un problème avec la frigolite. Ça crée de l'électricité statique. Donc, je vais toucher juste un large objet en métal. Le pied de mon écran, par exemple. Je le sens encore un petit peu. Hein, donc, c'est vraiment... Il y en a pas mal, quand même. Hein. Ok, on va l'ouvrir. Hein. Et directement, je pense que oui, nous avons l'écran qui est juste ici. La dalle est vers le haut. Bon, il y a la protection dessus, mais c'est selon moi pas la meilleure technique d'emballage. Mais bon, ça fait le taf, je suppose. Le pied est derrière, donc on ne peut pas l'enlever. Il passe en dessous, je pense, la protection. Donc on va juste enlever la dalle. Faire attention, évidemment. Et puis on va enlever ça. Et directement, on a tous les accessoires. Nice! Alors, le premier, c'est un bon vieux câble DisplayPort. On l'utilisera certainement pour brancher cet écran. Nous avons ensuite le pied, ou en tout cas une partie du pied. Voilà, plutôt classique ce genre de pied. J'en ai déjà vu souvent avec d'autres écrans. Surtout ça, cette partie-là, je la reconnais sur plusieurs écrans, je peux vous le dire. On a aussi une brique d'alimentation externe, ce qui est, en réalité, ça embête un petit peu certaines personnes,
mais c'est une bonne chose parce que ça permet de la remplacer facilement. L'alimentation d'un écran, c'est souvent ce qui va avoir des problèmes en premier. Donc le fait de l'avoir séparée, vous pouvez tout simplement la changer beaucoup plus facilement. Elle monte pour information jusqu'à 65 watts. C'est un jack plutôt classique, c'est le format un peu plus grand. Un truc que j'aime moins bien par contre, c'est cette brique d'alimentation. Comme vous pouvez voir, elle a la prise directement accrochée. Donc ça, quand vous la mettez dans un multiprise, bien souvent ça bloque d'autres prises, c'est un peu embêtant. Heureusement, elle est plutôt fine, donc ça devrait éviter ça, mais je préfère quand c'est déporté, puis ça permet aussi de mettre la brique d'alimentation au bon endroit. Surtout que ça, du coup, le problème, c'est que vous êtes limité par la taille de ce câble-là. Et si vous voulez aller plus loin, il faudra utiliser une rallonge, ce qui est aussi un petit peu embêtant. Mais bon, je pense que pour la plupart des setups, surtout que c'est un écran 24,5 pouces, vous aurez le multiprise à côté, normalement, de l'écran. Normalement. Et ensuite, nous avons plus d'électricité statique. Je le sens littéralement sur mes bras. C'est génial. Et nous avons le pied. Voilà, je prends mon pied ici. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt classique. On mettra derrière l'écran. Ça se mettra directement. Il y a un petit clip ici qui permet de relâcher ce pied justement. Donc si je le montre ici, juste ici, ce petit clip. Donc une fois que vous mettez ça dans l'écran, pour retirer le pied, vous devrez soulever ce petit clip. Rien de très compliqué. On a aussi un trou pour gérer les câbles. Donc ça, c'est pas mal. La fixation en bas. C'est du plastique à l'extérieur, mais comme vous pouvez voir, le centre du pied est en métal. Et puis ça, c'est la partie qui se met justement dans l'écran. Ça, c'est très générique comme pied. Vous le retrouverez sur beaucoup d'écrans, comme j'ai dit, Fox Spirit aussi certainement, KTC aussi qui existe, et puis d'autres petites marques encore moins connues qui font des écrans sur Amazon, bien souvent auront exactement les mêmes pieds. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Comme vous pouvez voir, on a un truc rond ici qui indique clairement qu'on va pouvoir tourner cet écran. Et puis on a un système qui permettra de baisser l'écran et de le relever. Après, évidemment, il faut que l'écran soit mis dessus pour que ça reste en place. Et du coup, justement, on va mettre l'écran en place. Ce que je conseille toujours, c'est que vu qu'on a la protection, je conseille de mettre celle-ci et de poser l'écran par-dessus. Ça ne fait jamais de mal. Voilà, pour fixer en place, justement, la protection. Donc, comme ça, afin de fixer le pied. Et puis ça, je déchire, comme ça, je peux accéder au pied plus facilement. Oh, on peut en profiter tant qu'on les voit encore. Voici les entrées de l'écran. Donc, nous avons le DC, donc ça c'est pour l'alimentation, 2 HDMI, 2 DisplayPort et un jack de sortie. Au cas où vous faites passer le son dans l'écran, vous pouvez le ressortir via le jack. Mais il n'y a pas de haut-parleur, si je me souviens bien, là-dedans. Et je n'ai pas les specs ici directement, mais en toute logique, ce sera du classique. Ce ne sera pas de l'HDMI 2.1, ça ne sert à rien pour du 1440p. Ce sera certainement de l'HDMI 2.0 et certainement du DisplayPort 1.4 parce que c'est largement suffisant pour 240 Hz en 1440p. Et du coup, on va prendre notre pied et on pourrait déjà monter le bas en réalité. Ouais, je vais le faire. C'est plutôt simple. Vous prenez votre pied, vous mettez l'autre partie dedans comme ceci et puis après vous vissez. Très simple, efficace, pas très compliqué ici. Hop, on serre bien à fond et voilà, notre pied est prêt. Ensuite, on l'insère derrière l'écran. Ça se clipse en place et maintenant, notre écran est fonctionnel. Et yop, on découvre l'écran. Et comme vous pouvez voir, réglage en haut, en bas. On peut tourner aussi comme ceci, sans tourner le pied, toujours important. Et on peut faire aussi une rotation, mais je ne vais pas m'amuser à le faire parce que quand je le fais à chaque fois, j'ai du mal à le remettre droit après. Je suis en mode, oh, comment il était réglé? Mais tous les réglages qu'il faut quand même le reconnaître, certains écrans d'autres marques plus connues à ce prix-là, souvent en dessous de 200 €, eux, ils auront des pieds très simples. Ici, vous avez quand même un réglage de hauteur et tout, donc ça, c'est vraiment une bonne chose à avoir. Et comme vous pouvez voir, un pied pareil, ça coûte genre, à mon avis, le pied de cet écran coûte 10 balles. Donc, je ne comprends pas encore pourquoi certaines marques plus connues, même sur des écrans à 200 €, utilisent des anciens pieds où il n'y a aucun réglage de hauteur. C'est juste seulement une honte, surtout pour un écran de cette petite taille comme ça, qui est très léger. Vous n'avez pas besoin d'un pied surdimensionné, hyper compliqué au niveau design. Ce pied-là est largement suffisant. Et certaines marques devraient peut-être prendre exemple justement sur ces marques un peu plus low cost, on va dire. Bon, par contre, ce qui ne doit pas prendre exemple, c'est les boutons de contrôle que je vois ici. Je vais les montrer d'ailleurs sur l'autre caméra. Comme vous pouvez voir, c'est des boutons classiques. Et ça, c'est pas le meilleur. Je préfère avoir un joystick derrière qui permet de contrôler. Ça fera l'affaire quand on en a besoin, mais bien souvent, quand vous utilisez ce genre de bouton,
vous confondez qui fait quoi et puis vous avez du mal dans les menus. Donc ça, j'aime moins bien. Après, je préfère un meilleur pied pour mieux régler l'écran qu'un joystick, clairement. Mais si je peux avoir les deux, ce serait mieux. Et à part ça, c'est à peu près tout hein, sur les boutons et tout ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus. Il y a juste un petit logo de la marque juste devant ici. Et c'est tout. Donc maintenant, il suffit de répondre à la question. Qu'est-ce que ça donne en jeu? Parce que c'est censé être un écran de jeu. 1440p, 240 Hz. Mais on va brancher un PC dessus, on va voir. Et pour cela, je vais utiliser mon bon vieux mini PC qui a une RTX 4070 Ti Super. J'ai fait plusieurs vidéos dessus si vous n'avez pas vu. Largement suffisant pour un tel écran. On va le mettre juste ici. Et on va justement utiliser les câbles qui sont inclus quand même. Ça permet aussi de tester la qualité de ces câbles. Parce que imaginez, je branche le câble, je mets 1440p, 240 Hz et puis j'ai des flashs ou autre chose, genre c'est pas stable la connexion. Ben, clairement, ça veut dire que le câble qu'ils ont inclus était très mauvais. Et en général, les câbles qui sont inclus avec les écrans ont tendance à être plutôt mauvais. Y compris même les marques connues, que ce soit Asus, LG, Samsung et tout ça. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre là-dessus. Et ça, c'est assez dommage des fois à quel point ils incluent des câbles qui sont vraiment, mais alors vraiment, très limite. Ok, on peut brancher. Câble de 1,50 m, je dirais. Ouais, c'est à peu près 1,50 m. On a aussi un manuel et tout ça. On a même une feuille de calibration. Alors, le manuel en particulier, à mon avis, est très basique. Mais par contre, le petit papier de calibration, qui a d'ailleurs la même chose des deux côtés, j'ai l'impression, c'est pas mal à voir. Non, c'est différent. Je sais pas la différence, mais c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils testent les écrans à la sortie de l'usine, ce qui est toujours une bonne chose. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué bien souvent. Ils utilisent là, par exemple, ils montrent justement l'appareil qu'ils utilisent, c'est un Konica Minolta, apparemment 410. Si vous fabriquez des écrans, juste achetez un de ces appareils et faites passer au moins chaque écran vite fait devant, juste pour s'assurer que les couleurs sont bonnes. Je pense que c'est un bon investissement et ça permettra d'éviter beaucoup de problèmes. Donc ça, on verra si les couleurs justement sont bonnes, même si je suis daltonien en partie un petit peu. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir évaluer parfaitement les couleurs non plus. Alors ce qui est bien à pouvoir tourner l'écran, c'est brancher justement des câbles. Ça, c'est cool. On va utiliser aussi le trou qui permet de gérer les câbles. Nice. Voilà. Bon, le câble est un peu court par contre, c'est un peu dommage. Clavier, souris, câble d'alimentation du PC, c'est préférable à avoir. Ça marche mieux. Et normalement, c'est bon. On peut allumer l'écran. Ça, c'est le bouton pour l'allumer normalement. Titan Army. C'est toujours bon à voir que l'écran n'a pas été abîmé au transport. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ok, on a la langue. Est-ce que je vais pouvoir régler la langue sans me tromper en réglant la langue, justement comme ça. Confirm, ok. Donc ça, c'est le bouton confirmer. Ça, c'est pour choisir. Et le E, ça doit être exit. Ce sera logique. Et directement, nous sommes sur le PC. Et au niveau couleur, j'ai mon écran. Alors, l'écran que j'ai à côté est un écran 4K de chez Asus. C'est le Fast IPS que j'ai fait une vidéo récemment, si vous n'avez pas vu. J'avais aussi testé son petit frère qui était un 1440p qui est similaire à celui-là au final, même si c'est du 27 pouces, donc un peu plus grand. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est un des meilleurs écrans IPS qui existe. Donc là, je vais pouvoir le comparer justement à, normalement, un écran Fast IPS, selon ce que dit Titan Army. Donc je suis curieux de voir justement s'il se débrouille bien par rapport à cet écran qui est clairement plus haut de gamme. Mais voilà, tenez-en compte, c'est important de comparer. Mais il faut se tenir compte que l'autre écran à côté est pratiquement 2 fois plus cher. Allons voir dans le menu. Alors l'OSD est très, très design, oui vous le voyez correctement. Voilà, c'est un style. C'est un style. Pour le moment, il tourne à 60 Hz, donc je suppose que Windows l'a mal réglé. Ça, c'est un problème que je vois souvent. Si vous achetez un nouvel écran, vous devez aller régler le taux de rafraîchissement. Windows va mettre la plus haute résolution possible, mais jamais le taux de rafraîchissement le plus haut possible. C'est extrêmement stupide, mais ça veut dire que peut-être il y a une personne qui regarde cette vidéo, qui a acheté un nouvel écran, qui n'a jamais réglé ça, et qui se retrouve à 60 Hz, ce qui est assez dommage. Donc là, je vais dans les paramètres et je peux mettre jusqu'à 240 Hz. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit respecté. Je tiens à préciser aussi, au niveau luminosité, pour le moment, il est clairement moins lumineux que l'autre Fast IPS, donc on va aller voir dans les paramètres. Donc on a un petit peu des
des trucs de base. On a notamment le fait d'afficher une croix en plein milieu, un mode Night Vision, à mon avis, qui rend les couleurs plus jaunes, donc moins de lumière bleue, même si techniquement, c'est pas ça forcément qui va enlever les lumières bleues. On a un mode magnifier, donc ça qui permet de zoomer, je suppose. Je sais pas pourquoi. Si vous êtes vieux, voilà. Puis ensuite, on a les profils, justement. Après ça, oh, j'étais dans les profils. Hop, on va descendre plutôt. Après ça, on a justement les paramètres de ce profil-là, donc notamment la luminosité et tout ça. On a un mode Game Plus qui permet de régler certains trucs, notamment l'Adaptive Sync, donc ça c'est important. Donc c'est FreeSync, G-Sync, et il faudra aller l'activer là certainement, ou sinon il ne sera pas actif dans Windows par défaut. On a aussi l'HDR qui est là-dedans, mais ça s'active plutôt dans Windows, et le support de HDR dans Windows est mauvais, et cet écran-là, même la plupart des écrans IPS ne sont pas vraiment faits pour de l'HDR, parce que bien souvent ils montent à... Bien souvent, ils supportent de l'HDR 600, ce qui n'est pas vraiment, selon moi, de l'HDR. L'HDR, c'est du vrai HDR à partir de l'HDR 1000 ou l'HDR 10, justement. Sinon, ça ne sert à rien. On a du picture-in-picture, donc ça permet de mettre une image dans une image. Ça, c'est plutôt cool. Donc, si vous avez deux câbles HDMI branchés, vous pouvez avoir une source qui prend tout l'écran et puis l'autre qui peut-être fait une petite fenêtre. Donc, c'est des genres de fonctionnalités qu'on n'a pas forcément sur un écran pas cher. Donc, ça, c'est cool à voir, même si pas utile pour tout le monde. Et puis on a le choix d'où vient le signal, justement pour le picture-in-picture. Donc tout ça, c'est les paramètres du picture-in-picture, donc on ne va pas trop y regarder. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'on a, voilà, on a encore plus de paramètres si on continue plus bas. On a notamment quel input on veut utiliser. On a aussi d'autres petits paramètres en plus. Le menu reste vraiment très peu de temps. Par contre, ça, c'est un petit peu embêtant. D'autres petits paramètres supplémentaires, et puis on a les paramètres système, notamment là où il y a la langue, si vous avez mis la mauvaise langue, ce sera ici. Et vous pouvez aussi régler là où est l'OSD. Non, ça c'est pas mal. Ah, il y a un paramètre pour l'OSD timeout. Ok, 10, ah oui, il est vraiment pratiquement au minimum. Ok, on va le mettre à 40. Si j'ai besoin de le quitter, je le quitterai manuellement, ok. Les touches ici, par défaut, vous pouvez faire en sorte qu'elles règlent quelque chose. Donc apparemment, ça permet de régler par défaut la luminosité, ce qui est tout à fait, selon moi, logique. Mais moi, je veux régler... Ok, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai cliqué ici. Ah, voilà. Do you want to continue? Parce qu'il demande, ça va consommer plus. Est-ce que tu veux continuer? Oui. Je veux mettre à fond. Je veux vraiment voir ce dont tu es capable. Ok. Là, c'est déjà un petit peu mieux au niveau luminosité. C'est pas l'écran le plus lumineux que j'ai vu, c'est sûr et certain. Mais ça devient beaucoup plus utilisable. Je suis dans un studio avec des énormes lampes studio. Donc si j'arrive à voir correctement sur cet écran, la plupart des gens devraient voir correctement, même si vous avez, je sais pas moi, si vous êtes dans une pièce en plein jour, ça devrait aller. Parce que littéralement la lampe qui est là, limite le soleil en fait. Du coup, je voulais aller revoir justement dans le Game Plus. Et notamment, je voulais aller activer le Adaptive Sync. C'est très important à activer selon moi. Voilà, c'est bon. On pourra aller voir dans les drivers de la carte graphique si c'est bien supporté, ce qui est plutôt important, parce que c'est toujours vérifier ça. Et maintenant, un truc que j'aimerais bien aller voir, c'est les modes d'affichage, les picture modes. Là, on était en mode standard. Bon, tout le monde ne préfère pas le standard forcément. Il y en a qui préfèrent Underlight, le PSG, tout ça. Chacun ses préférences, mais on a aussi un mode RTS. Voilà. En général, moi, ce genre de mode, j'aime pas trop. Soit je mets standard, ou soit je mets, s'il y a un mode... justement avec voilà, le DCP3 qui est un profil de couleur. Ça, c'est mieux si vous travaillez dire, de manière professionnelle. C'est souvent un mode que vous voulez préférer activer. Après, bien souvent, oui, le mode DHCP par défaut est moins lumineux. Je ne sais pas si on peut aller remettre plus de luminosité. On va regarder justement. On peut mettre plus de luminosité. Ok, nice. Donc, on va mettre un mode qui est censé être mieux calibré au niveau couleur. Parce que, voilà. Même si, selon moi, je devrais peut-être le tester en mode standard, mais voilà, on va tester en mode, justement, DCP3. Et un truc que je vais aller vérifier directement, c'est dans l'app NVIDIA. On va aller voir si, justement, le VRR est bien supporté, donc le taux de rafraîchissement variable. Et donc, 1440p, 240 Hz, fréquence de rafraîchissement variable. Nickel, tout est bon. Je pense que vous le connaissez tous, le petit alien. C'est tout simplement un site web qui vous affiche ce petit alien. Ça fait votre taux de rafraîchissement par défaut sur votre écran et puis d'autres fractions de celui-là, donc 120 fps, 60, 30.
Et le but de ce test, c'est de tout simplement voir à quel point ce petit alien est bien représenté sur votre écran. Parce qu'il est censé être net, ça semble logique. Et alors, regardez pas le 30 fps, c'est normal qu'il soit un peu buggé. Moi, ce que je veux regarder, c'est le 240 fps. Et là, je vais vraiment aller m'y coller. Hein. Je vais regarder de près, je vais vous dire mes impressions. Un peu... pas le plus net, clairement. Et pour comparer, je vais aller le mettre sur l'autre écran ici à côté. C'est pas un 240 Hz. Normalement, plus vous montez en taux de rafraîchissement, en toute logique, plus cet alien va être net parce que ça semble logique. Il y a beaucoup plus d'images qui sont affichées. Et là, pour du 240 Hz, voilà, c'est pas forcément le meilleur que j'ai vu. UFO test. L'écran qui est ici, c'est du 160 Hz. Donc, s'il arrive à faire mieux qu'un 240 Hz, ce serait quand même assez dommage. Ok, je vais mettre les deux écrans l'un à côté de l'autre et je vais comparer. En vrai, c'est aussi un petit peu flou. Surtout quand vous comparez à un écran OLED comme j'ai. C'est un petit peu flou. Mais honnêtement, le Titan Army est un petit peu plus net, ce qui est logique. Il a 240 Hz. S'il n'était pas plus net, il y aurait un gros problème. Est-ce qu'il y a du ghosting ou autre chose? Il n'y a pas trop de ghosting aussi, donc ça c'est cool. Le ghosting, c'est quand vous avez vraiment... vous voyez le petit alien et puis il y a une sorte d'autre image du petit alien un petit peu en retard derrière. Donc il y a différentes choses que vous voulez regarder à ce test-là. Est-ce que l'image est nette? Est-ce que l'alien est net quand il se déplace? Est-ce qu'il laisse justement un fantôme derrière lui? Est-ce qu'il n'y a pas du color fringing? Donc ça, c'est quand les couleurs se mélangent un petit peu. C'est pour ça que l'alien est très coloré. C'est pour voir justement s'il y a des problèmes avec les couleurs. Là, ça a l'air d'aller franchement. À part le fait qu'il soit un petit peu flou, ce qui est normal, parce que ça reste un écran IPS, même si c'est du fast IPS. À part ça, tout le reste est bon, donc ça c'est plutôt cool. Ok, single player, j'ai déjà créé un monde. Je regarde un petit peu la souris, pas mal fluide, nice. 240 Hz, il n'y a pas à dire. Selon moi, c'est le meilleur taux de rafraîchissement. 300 Hz, 360 Hz, génial. Mais moi, à partir de 240 Hz, j'arrive plus à trop voir la différence, on va dire. Ok, ben franchement, tout est bon. Pour moi, ici, je ne vois rien de bizarre. Les couleurs sont bonnes. L'herbe ou autre chose ne me paraît pas étrange. Je vois que ça manque un petit peu de luminosité par rapport à justement l'écran fast IPS à côté. Mais par contre, par rapport à mon écran OLED, bon, les couleurs ne sont pas aussi bonnes que mon écran OLED, mais la luminosité est au final légèrement supérieure à mon écran OLED. Et c'est dû au fait que j'ai un écran OLED de première génération en tout cas. Enfin, une des premières générations sur PC. Et c'est pas le plus lumineux, hein, clairement pas le plus lumineux. Donc ici, ça ne me déstabilise pas vraiment. Je pense que pour quelqu'un qui voilà, va acheter ce genre d'écran, qui va se faire un petit setup milieu de gamme, je pense peut-être avec une RTX 5070 maximum, peut-être même une RX 9070 XT, il sera très content. Même si vous êtes dans une pièce un petit peu plus lumineuse, ça fera l'affaire. Le rendu des couleurs me paraît respectable. Maintenant, je n'ai pas une sonde de calibration ou autre chose pour vraiment vérifier leur rapport qui est inclus avec. Je ne sais pas si c'est totalement faux. Peut-être que le rapport dit de la connerie. Hein. Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour moi ici, il n'y a rien qui me choque avec les couleurs du jeu. Et même avec les couleurs de l'UFO qu'on a vu avant. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'utiliserai pour du travail de précision, de colorimétrie, que ce soit de l'édition de photos ou autre chose? Non, pas forcément. Mais pour jouer à des jeux vidéo, zéro problème ici. Si on me disait, Aurélien, tu utilises cet écran à partir de maintenant, je dirais, ok, pas de souci. Il est un peu plus petit que ce que je préfère, c'est un 24,5 pouces, je rappelle. Je préfère 27 pouces, 1440p, c'est juste excellent. Mais pour quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins de place chez lui, vous habitez à Paris par exemple, hein, ça peut être pas mal parce que ça prend moins de place, mais vous avez toujours tous les réglages qu'il faut. Hein. Et franchement, est nickel. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que tous les écrans qui viennent de Titan Army seront aussi bons, je le précise. Ça ne veut pas dire que tous les écrans qui viennent d'autres marques un peu similaires comme Fox Spirit, KTC, tout ça seront aussi bons aussi. Mais ça prouve juste que ouais, vous n'êtes pas obligé d'acheter un écran d'une grande marque pour avoir un bon écran tout simplement. Et si ça vous permet d'économiser derrière, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écrans de grandes marques pas très loin au niveau prix. Il y en a clairement. Mais
si vous pouvez économiser dessus, surtout s'il est en promotion et qu'il est clairement moins cher que ce que offre LG, Samsung, Asus, MSI, pour moi, ça vaut la peine. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que vous allez perdre par rapport à justement une marque telle que Asus, MSI, tout ça, bien souvent, c'est les fonctionnalités en plus. Donc là, on a vu qu'on avait quand même des fonctionnalités intéressantes, mais c'est des fonctionnalités de base, on va dire. Genre afficher une croix en plein milieu de l'écran, c'est une fonctionnalité de base. Asus, MSI, tout ça, ils vont souvent avoir des fonctionnalités supplémentaires, notamment peut-être même des technologies qui permettent de réduire justement un petit peu cet effet de flou qu'on avait sur le UFO test. Nous allons avoir une meilleure calibration bien souvent, peut-être des fonctionnalités en plus qui font plaisir à certaines personnes, comme des haut-parleurs ou plus de sorties, entrées, même si là on est plutôt bon, on a 2 DisplayPort 2 HDMI, franchement je pense que vous êtes bon, plus le jack pour brancher peut-être votre casque ou autre. C'est le genre de fonctionnalité que vous allez perdre par rapport à une grande marque. Mais ce que vous allez perdre aussi souvent, ou plutôt ce que vous allez gagner, c'est un petit peu d'argent dans votre portefeuille. Et ça peut valoir la peine. Un autre truc aussi que vous allez certainement perdre par rapport aux autres marques, c'est la garantie. Bon, on est en Europe, bien souvent la garantie va être minimum de 2 ans. Mais voilà, après les 2 ans, vous n'attendez pas à avoir plus de garantie. Les autres marques d'écran, des fois, ils ont peut-être 3 ans, même des fois 4 ans, même 5 ans de garantie. Ça arrive souvent. Après, sur un écran entrée de gamme en général, ce sera aussi 2 ans. Donc là, peut-être pas une énorme différence, mais ça peut arriver que vous avez cette différence-là. Mais franchement, je suis impressionné par ce petit écran. Il est, pour moi, génial. Je vais aller faire un autre test. J'ai envie de voir ce que ça donne dans Cyberpunk, qui est un jeu qui a des jolies couleurs. Donc j'ai envie de voir justement si les couleurs sont bien représentées ici. Ok. Nous voilà in-game. Nice. Niveau luminosité, quand il y a un panneau avec une pub dans le jeu, ça m'éblouit un petit peu, donc ça semble plutôt bien faire son travail ici. On va afficher les statistiques. Voilà. J'ai juste envie de voir le FPS. 200 FPS, nice. Après, on a de la frame génération, donc c'est équivalent au mode x2 évidemment, vu que c'est une RTX 4000. Donc voilà, au niveau du ressenti de jeu, j'aurais pas 200 FPS, mais on tourne à plus de 100 FPS et franchement, c'est beau. Ça tourne bien pour moi. Ok, je me crache, c'est génial. Et aussi, quand quelque chose est très sombre, évidemment c'est un écran IPS, donc ce sera plus gris foncé. Mais il y a quand même un assez bon contraste ici. Pas aussi bon que sur un écran OLED, mais un assez bon pour un écran IPS. Et donc l'expérience de jeu pour moi est bonne ici, donc pas de souci. Ok, ben franchement, pas mal ce petit écran. Bon, il est à 280 $, donc à mon avis il va être en dessous des 300 €. Il est un peu plus cher que ce que j'imaginais. Et du coup la question que je me pose, c'est quelle alternative avez-vous pour ce prix-là? Donc le truc c'est que pour moi il est un peu cher. S'il est entre 250 et 300 €, c'est cher. C'est clairement cher. Vous pouvez avoir des 27 pouces, en tout cas 200 Hz, 180 Hz qui seront selon moi un meilleur choix juste en termes de taille et tout ça, et ils seront moins chers surtout, et vous avez pas mal d'écrans de grandes marques justement. Mais là on a justement l'Asus Strix que j'avais testé récemment, il est maintenant à 229 €. Donc ouais, personnellement je préférais celui-là en particulier, mais c'est aussi parce que c'est un 24,5 pouces. Les 24,5 pouces étonnamment sont plutôt rares. Et c'est une taille qui, voilà, ne correspond pas à tout le monde forcément, mais si vous avez moins de place et que vous préférez justement cette taille-là, c'est aussi la taille que préfèrent les joueurs e-sport apparemment, et bien là vous avez beaucoup moins d'options visiblement, parce que j'arrive pas à en voir franchement. C'est tous des 27 pouces, 27 pouces, 27 pouces, 27 pouces, et là c'est sûr et certain, si vous voulez un 24,5 pouces à 240 Hz, un prix de 250 à 300 € déjà devient plus logique par rapport à l'offre du marché actuel. Mais moi je trouve ça trop cher. Je pense que cet écran devrait coûter vraiment grand maximum 240 €, surtout si vous avez d'autres marques à côté. Au moins là, pour 240 €, il fournira un petit peu plus, un taux de rafraîchissement un peu plus haut, tout en ayant le même genre de dalle, ça irait. Mais sinon, si vous avez un écran d'une grande marque comme AOC justement, Asus et tout ça, moi je préférerais prendre ça. Donc un petit peu mitigé sur le prix. Normalement, la force de ce genre d'écran, c'est justement le prix, et là, pas forcément. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça reste un bon écran si vous pouvez l'avoir en promotion. Du coup, ma foi,
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous avez acheté ce genre d'écran, de Titan Army, Fox Spirit, ce genre de choses, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de voir si êtes-vous satisfait. Est-ce qu'il est bon et quel écran en particulier vous avez acheté. Comme ça me permet de voir justement si voilà, les retours sont bons sur ce genre de marque. Moi, personnellement, plutôt impressionné par cet écran, moins par le prix et la disponibilité, parce que je l'ai trouvé nulle part disponible. Mais dans les specs bruts, très bon selon moi. Donc, s'ils arrivent à baisser le prix, ce serait génial et aussi le rendre disponible. Merci à tous, on se revoit pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.